Dans des conditions idéales, la combustion dans un moteur ne produit que de l'eau et du dioxyde de carbone. La combustion n'est cependant pas parfaite et produit différents polluants. 4 principaux polluants sont combattus par les constructeurs: le monoxyde de carbone, CO, les oxydes d'azote, NOx, les hydrocarbures imbrûlés, HC, et les particules. Le système de dépollution des véhicules diesel fait appel à plusieurs éléments. Tout d'abord, à l'avant du véhicule est situé le précatalyseur. Il est directement fixé sur la ligne d'échappement, juste à la sortie du moteur thermique. Ça permet un réchauffement plus rapide de ce dernier. Ensuite, le catalyseur, dit catalyseur SRC. Le FAP, filtre à particules. Donc la différence entre un filtre à particules et un catalyseur, c'est que le filtre à particules retient un certain nombre d'éléments, donc des impuretés, et notamment les particules fines qui sont issues de la combustion. Le catalyseur, quant à lui, nous l'avons vu dans la dépollution des véhicules essence, va permettre une transformation des gaz, une oxydoréduction des gaz d'échappement. À l'arrière, un réservoir d'additifs. Dans le cas de notre étude, il s'agira d'un réservoir d'additifs d'AdBlue, couramment utilisé en automobile, et le circuit d'injection d'additifs, c'est-à-dire que on va prélever, on le verra un peu plus tard, du fluide dans le réservoir d'additifs qu'on va directement injecter à l'avant du catalyseur SRC. Voyons maintenant le fonctionnement. Sur la figure ci-dessous sont représentés l'ensemble des éléments nécessaires à la fonction réduction des gaz polluants sur un moteur diesel. Le moteur diesel émet des gaz d'échappement. Ces gaz d'échappement sont dirigés vers un premier catalyseur qu'on appelle un catalyseur DOC ou précatalyseur. Ce précatalyseur est équipé de 2 sondes de température, une sonde amont et une sonde aval. Ces sondes sont destinées à vérifier le bon fonctionnement de ce catalyseur. Les gaz d'échappement sont ensuite dirigés vers le catalyseur dit SRC. Ce catalyseur va permettre de réduire lui aussi une quantité importante des gaz polluants. Il est équipé, ici vous le voyez, d'un injecteur d'urée. Cet injecteur d'urée, en réalité, va injecter un liquide AdBlue. Les gaz sont ensuite dirigés vers le FAP, le filtre à particules. Le filtre à particules, quant à lui, est équipé d'un capteur de pression, capteur ΔP. Ce capteur va permettre de mesurer la différence de pression entre l'amont et l'aval du catalyseur, et le calculateur d'injection va pouvoir déterminer le taux d'encrassement de ce FAP. À l'issue du filtre à particules, vous trouvez un capteur NOx. Ce capteur NOx va permettre de vérifier que l'ensemble des actions de dépollution ont bien été réalisées par les éléments FAP, SRC et précatalyseur. Le principe de fonctionnement de ce catalyseur figure ici. En fin de compte, il transforme en continu les NOx, émis par le moteur évidemment, en 2 éléments non polluants. Les éléments non polluants sont les suivants, donc l'eau, H2O, et l'azote, N2. Alors pour réaliser cette transformation, on fait réagir les NOx avec de l'ammoniac, NH3, dans le catalyseur SRC. L'ammoniac, en réalité, est injecté sous forme d'un liquide à base d'urée, à 32,5% et d'eau
appelé AdBlue en amont du SRC. Sur cette photo, vous voyez une trappe à essence ouverte, en réalité 2 bouchons et figures, ce qui n'est pas habituel, un bouchon de remplissage du carburant gasoil, donc le mode de fonctionnement classique, et puis un bouchon bleu par lequel on va venir remplir le réservoir additionnel, le réservoir d'AdBlue. Voyons maintenant le fonctionnement de chacun de ces éléments. Tout d'abord, le précatalyseur. Le précatalyseur est installé à la sortie des gaz d'échappement au plus près du moteur thermique, ce qui va lui permettre un réchauffement beaucoup plus rapide. Ce précatalyseur fonctionne de la même manière qu'un catalyseur sur un véhicule essence, catalyseur que nous venons d'étudier. Ce précatalyseur va permettre une transformation des gaz polluants en gaz non polluants. Il va principalement agir sur le monoxyde de carbone et les hydrocarbures imbrûlés pour les transformer en eau H2O et en dioxyde de carbone CO2. Le catalyseur SRC. La réduction catalytique sélective SRC, en anglais Selective Catalytic Reduction, est une technique utilisée pour réduire les oxydes d'azote, donc les NOx, émis par les moteurs à combustion interne. Les oxydes d'azote vont être transformés en 2 principaux éléments non polluants, de l'eau H2O et de l'oxyde d'azote NO2. Cette transformation chimique dans le catalyseur SRC est possible grâce à l'injection de l'AdBlue par l'intermédiaire d'un injecteur placé en amont de ce dernier. Le filtre à particules. Le filtre à particules, appelé FAP, est un filtre en carbure de silicium pouvant piéger plus de 99% des particules et des éléments solides des gaz d'échappement. Le filtre à particules permet une partie des particules, comme son nom l'indique. Il est composé d'un élément qui ressemble à un nid d'abeille. En réalité, les gaz chargés vont être dirigés dans des mini-couloirs. Ces mini-couloirs sont obstrués, comme vous le voyez ici. Donc les gaz piégés vont être obligés de traverser ici la céramique, représentée par des flèches, et au passage, les gaz d'échappement vont se trouver débarrassés des particules solides qu'elles contiennent, et ces particules vont venir ici s'agglomérer et se stocker à l'intérieur de cette espèce de nid d'abeilles. Il existe 2 générations de filtres. Des filtres nommés SD991, qui étaient ceux de première génération, avec des entrées et des sorties de section carrées,
comme on le voit ici. Donc les tubes où les gaz d'échappement sont dirigés sont carrés. Et les nouvelles générations, qu'on appelle les OS2, ont des entrées octogonales et des sorties de section carrées, ce qui va permettre un meilleur piégeage et une plus grande surface d'action pour les gaz polluants, les gaz d'échappement. Voyons le fonctionnement des sondes de pression qui équipent le filtre à particules. Ici, vous avez la nomenclature des éléments. En A, le catalyseur. En B, le filtre à particules. En C, le branchement amont. Et en D, le branchement aval, donc de la sonde de pression. En réalité, cette sonde de pression va bien mesurer la différence de pression ici entre l'amont et l'aval du filtre à particules, ce qui va permettre de mesurer son taux d'encrassement. Plus la différence de pression appelée ΔP va être importante, plus cela va vouloir dire que le filtre à particules est encrassé. Le capteur est composé des éléments suivants: une carte électronique pour l'amplification du signal et une membrane étanche. Il est à noter que ce capteur est de type piézo-résistif. Ici, vous retrouvez la courbe d'évolution de la tension en fonction de la différence de pression. Il est à noter que lorsque la pression est à 0 bar, la tension est à 0,5 volts, ce qui va permettre la fonction diagnostique du système. Et lorsque la pression est maximale, la tension de sortie maximale est de 5 volts. Donc ici, la courbe d'évolution de la tension en fonction de la pression est une droite qui évolue de manière linéaire. Le problème majeur des moteurs diesel reste les fumées ou particules visibles à l'échappement lors des fortes accélérations. Les particules naissent au cours de la combustion dans les zones trop riches du mélange air-carburant. Les particules sont constituées d'un noyau de carbone qui sert de support aux différents résidus solides ou liquides environnants. La taille moyenne d'une particule est de 0,1 micromètre. Le filtre à particules se trouve sur la ligne d'échappement après le catalyseur. La forme du filtre à particules est comparable à celle d'un catalyseur classique. Le filtre à particules est constitué d'un bloc en céramique imprégné de métaux précieux. Le bloc de céramique est comparable à celui d'un catalyseur classique. Cependant, dans le cas du filtre à particules, un conduit sur deux est obstrué. Entre chaque conduit, le matériau est poreux, permettant au gaz d'échappement de le traverser. Lors du fonctionnement du moteur, les gaz d'échappement traversent le bloc de céramique. Les particules sont piégées dans les parois et au fond des conduits bouchés. Cette phase est appelée phase de chargement. Le calculateur d'injection surveille en permanence la masse de particules contenue dans le filtre. L'accumulation de particules dans le filtre oppose une résistance à la sortie des gaz d'échappement. Le capteur de pression différentielle mesure la différence de pression entre l'entrée et la sortie du filtre à particules. Pour un filtre vide, la différence de pression sera faible. Si le filtre est plein, la différence de pression sera plus importante. La pression différentielle seule ne permet pas de déterminer la masse de particules. En effet, la pression différentielle est liée au débit de gaz dans la ligne d'échappement. Le calculateur calcule le débit volumique de gaz d'échappement en fonction du régime moteur et d'autres paramètres.
En associant la pression différentielle au débit des gaz d'échappement, le calculateur estime la masse de particules dans le filtre. Lorsque le moteur est fortement sollicité, l'élimination des particules peut se faire naturellement. Il y a alors régénération spontanée. En cas de forte charge, la température des gaz d'échappement augmente. À partir de 350 degrés Celsius, une réaction catalytique se produit entre le dioxyde d'azote contenu dans les gaz d'échappement et le carbone des particules. Cette réaction brûle les particules stockées dans le filtre. La régénération spontanée n'intervient que lors de roulage à forte charge sur autoroute. Le calculateur d'injection dispose néanmoins de stratégies permettant la régénération du filtre lors de charges moyennes. Ces stratégies seront détaillées dans le chapitre suivant. Lors de roulage à faible vitesse, la température des gaz d'échappement est insuffisante pour obtenir la régénération spontanée. Le calculateur d'injection dispose de plusieurs stratégies permettant d'atteindre la température nécessaire à la combustion des particules. Le calculateur évalue le besoin de régénérer en fonction de 3 critères: le type de roulage, la distance parcourue depuis la dernière régénération et la masse de particules estimée dans le filtre. Lorsque le calculateur détermine qu'il devient nécessaire de régénérer le filtre à particules, il passe en mode d'injection spécifique. En fonctionnement normal, l'injection de carburant se passe en 2 temps. Une préinjection d'une faible quantité de carburant avant le point mort haut et une injection principale au niveau du point mort haut. En mode d'injection spécifique, la préinjection et l'injection principale sont décalées. Une post-injection intervient également après le point mort haut. De même, le calculateur continue d'injecter durant les phases de décélération. L'injection tardive de gazole provoque énormément d'hydrocarbures imbrûlés, HC. Ces imbrûlés sont traités dans le catalyseur d'oxydation, ce qui a pour conséquence de générer une quantité importante de chaleur. Lorsque la température des gaz d'échappement dépasse 570 degrés Celsius, les particules brûlent dans l'oxygène résiduel des gaz. Pendant cette phase de régénération, l'EGR est désactivé. En effet, l'EGR abaisse la température de combustion, ce qui ne favorise pas la régénération. Pour atteindre plus facilement la température de régénération, le calculateur active des consommateurs électriques afin d'augmenter la charge moteur. 3 capteurs de température permettent au calculateur d'injection de contrôler le bon déroulement de la régénération. Le capteur situé en amont du filtre mesure la température des gaz à la sortie du catalyseur d'oxydation. Cette mesure permet de savoir si la température d'amorçage du catalyseur est atteinte afin de pouvoir lancer la régénération. Le capteur situé en aval du filtre surveille l'élévation de température due à la combustion des particules. Cette mesure permet de contrôler le bon déroulement et la durée de la régénération. Un capteur placé sur le turbocompresseur mesure la température des gaz d'échappement entrant dans la turbine. Le rôle de ce capteur est d'éviter une élévation trop importante de la température des gaz, néfaste à la durée de vie du turbocompresseur. Un volet d'air prend place dans le conduit d'admission. Le calculateur d'injection envoie un signal RCO correspondant à la consigne d'ouverture. Le volet d'air permet de moduler l'apport en air du moteur durant les phases de régénération
et ainsi de réguler la température de combustion des particules. À la coupure du moteur, le volet joue le rôle d'étouffoir, évitant les vibrations du moteur. Dans le cas où la régénération est impossible, le calculateur possède plusieurs stratégies successives. Dans un premier temps, le calculateur désactive le recyclage des gaz d'échappement afin de limiter la production de particules supplémentaires. Dans un deuxième temps, un message d'alerte niveau 1 s'allume au tableau de bord. Ce message incite le conducteur à faire un cycle routier permettant d'effectuer une régénération. Si la régénération n'est toujours pas effectuée, il y a un risque de colmatage du filtre. Le voyant stop s'allume. Le moteur fonctionne en mode dégradé et toute régénération est impossible. Dans ce cas, il est nécessaire de conduire le véhicule dans le réseau Renault. En cas d'impossibilité de régénérer le filtre à particules, il est possible d'effectuer une régénération à l'aide de l'outil de diagnostic. Cette commande permet de régénérer le filtre à particules véhicule à l'arrêt. Avant toute régénération, à l'aide de l'outil de diagnostic, s'assurer impérativement que le niveau d'huile ne dépasse pas le repère maxi de la jauge. En effet, pendant l'intervention, un phénomène de dilution augmente le niveau d'huile moteur. Attention, il est impératif d'effectuer une vidange de l'huile moteur après toute régénération en après-vente. Renault préconise le remplacement périodique du filtre à particules. En effet, il subsiste une infime quantité de résidus incombustibles après chaque régénération colmatant petit à petit le filtre. Les moteurs utilisant un filtre à particules nécessitent un intervalle de vidange réduit. Consultez le carnet d'entretien pour connaître la périodicité de remplacement du filtre à particules et de l'huile.